Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois d'avril. Dans ce point lecture, j'ai 5 romans à vous présenter, mais j'ai en fait 2 one-shots et une trilogie. Et j'aurai également 3 titres graphiques à vous présenter. Je vous parlerai donc tout d'abord de Envole-moi par Sarah Barouk. Ensuite, je vous parlerai de Oh Happy Day par Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva. Puis je vous parlerai de la trilogie des Vents qui fait partie du grand cycle des héros de Valdemar par Mercedes Laquet. Et ensuite, côté graphique, je vous parlerai des 2 premiers tomes de la série Le Réseau Papillon et je vous parlerai également de la bande dessinée Les Louves par Flore Balthazar. Je vais donc démarrer tout de suite et je vais démarrer avec Envole-moi par Sarah Barouk. Aux éditions donc Albin Michel. C'est un roman que j'avais acheté lors de mon dernier passage en librairie avant le confinement et j'étais contente de l'avoir avec moi. C'est un titre qui me tentait bien depuis qu'il est sorti. Il est sorti à la fin du mois de janvier. J'avais déjà lu de Sarah Barouk son roman historique qui s'appelle Elle voulait juste marcher tout droit, et j'ai également dans ma palle son thriller qui s'appelle Le Cas Zéro. Elle écrit toujours sur des sujets que je trouve très intéressants et j'étais curieuse de découvrir donc ici un roman contemporain avec Envole-moi qui est donc son 3e roman. Envole-moi, c'est l'histoire d'Anaïs qui est une jeune femme qui a grandi à Paris. Quand elle a grandi à Paris, elle a été extrêmement amie avec une autre adolescente, une autre enfant qu'elle a rencontrée qui s'appelait Marie. Elles sont restées très amies pendant très longtemps, mais après pas mal d'événements, Anaïs a décidé de partir de Paris, de s'installer dans le sud de la France pour vraiment changer de vie et laisser un petit peu derrière elle son passé. C'est dans ce contexte-là que nous, on va la retrouver. Donc elle est plus âgée, elle a maintenant, je pense, une trentaine d'années. En fait, elle va recevoir des nouvelles de Marie, dont elle n'avait plus de contact depuis très longtemps. Et Marie va lui demander de la rejoindre à Paris suite à un événement. Anaïs va donc partir de Paris, va donc partir du sud, retourner à Paris où elle a grandi. Va finalement se replonger dans tous ses souvenirs et va également renouer avec Marie, en sachant que Marie est restée une jeune femme assez similaire à ce qu'elle avait pu être, à savoir quelqu'un d'assez étrange, d'assez fantasque et qui n'est pas toujours facile à comprendre. Et donc elles vont partir ensuite dans une sorte de road trip, etc. Un peu déjantée, et Anaïs ne comprend pas très bien où est-ce que tout ça l'amène. Tout ça va nous amener à parler du coup de leur adolescence dans les années 90 et également des questions de mixité sociale, puisqu'elles ont grandi du coup dans un arrondissement assez populaire de Paris et qui avait du coup toute la question de la mixité sociale qui était vraiment très présente. Les ethnies se mélangeaient beaucoup, elles étaient plutôt dans des quartiers de cité, et elle va recroiser certains de ces personnages donc plus tard. J'ai vraiment bien aimé le personnage d'Anaïs, notre personnage principal. Je l'ai trouvée très attachante. On la suit également en parallèle de ça un petit peu dans sa vie actuelle, qui est une vie dans laquelle elle a des problèmes avec son compagnon, et notamment le problème principal qui est qu'il n'arrive pas à concevoir d'enfant. C'est un sujet qui est assez présent. On nous parle notamment de fausses couches dans ce roman, donc voilà, si c'est des thèmes auxquels vous êtes sensible, je préfère vous mettre en garde. Mais voilà, et ensuite on se retrouve embarqué dans cette histoire. C'est une histoire que j'ai trouvée vraiment très prenante. Je l'ai commencé, en fait je l'ai lu d'une traite en une après-midi. Après c'est pas très long, c'est un roman qui fait 295 pages c'est écrit assez espacé, mais ouais, vraiment je l'ai dévoré d'une traite. J'ai été très prise par l'histoire, j'ai trouvé que c'était vraiment très prenant, on a très envie tout le temps de savoir la suite. J'ai trouvé que tous les personnages étaient intéressants. Le seul petit bémol que j'ai vraiment par rapport à ce roman, c'est la fin. C'est un roman qui, je pense, aurait pu être un coup de cœur si la fin n'avait pas été comme ça. Je trouvais que la fin, finalement, était un petit peu dans le trop, un petit peu dans l'exagération et un peu dans la surenchère pour moi. Voilà. J'aurais préféré quelque chose de peut-être un petit peu plus sobre par rapport à la fin. Mais sinon, c'est un titre que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça confirme le fait que j'aime vraiment bien ce que fait Sarah Barouk, et du coup, je suis très curieuse maintenant de découvrir son thriller. Et du coup, j'ai mis la note de 17/20. Ensuite, j'ai donc lu Oh Happy Day par Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva. Oh Happy Day est la suite d'un roman qui a été sorti il y a plusieurs années maintenant et qui s'appelle Et je danse aussi, qui est disponible en poche chez Pocket et qui était sorti au départ chez Fleuve. Celui-ci est également sorti chez Fleuve. Le grand format est sorti au mois de mars, juste avant le confinement. Mais il est également disponible en format numérique. Pour ma part, je l'ai pris parce qu'il était en accès libre sur NetGalley. Et comme j'avais très envie de découvrir cette histoire et de retrouver les personnages, j'en ai profité.
J'ai du coup vraiment été très contente de retrouver tous ces personnages, principalement les deux personnages principaux qui sont Adeline et... j'ai oublié son nom. Adeline et... lui, il a un nom composé, Pierre-Marie. C'est ça, Adeline et Pierre-Marie. Dans le premier livre, donc Et je danse aussi, on découvrait l'histoire d'Adeline et de Pierre-Marie à travers un roman épistolaire, donc composé uniquement d'échanges de lettres, en l'occurrence d'échanges de mails. Et ces mails, en fait, on nous explique que Pierre-Marie Soto, qui est un écrivain qui a reçu plusieurs prix, a écrit par erreur en fait à Adeline et qu'ils ont ensuite commencé un échange alors que tout ça partait au départ d'une erreur de destinataire. C'était des échanges de mails qui étaient très drôles, assez piquants dans l'humour, mais aussi avec pas mal de douceur. Et puis on apprenait ensuite pas mal d'autres choses derrière. Il y avait quelques mystères et secrets un peu plus cachés derrière. Donc voilà, j'avais vraiment bien apprécié. On les quitte et donc au Happy Day se passe vraiment plusieurs années plus tard. Les personnages ont pas mal évolué. Et au moment où on les retrouve, c'est Pierre-Marie, je crois, qui relance l'échange parce qu'il souhaite avoir des nouvelles et il souhaite récupérer un objet en particulier. Et donc on va finalement renouer avec leur histoire, mais plusieurs années plus tard. On comprend que c'est pas forcément très simple parce que la fin de Et je danse aussi n'était pas forcément très positive. Donc voilà, du coup il faut un petit peu remettre en marche tout ça, mais j'ai beaucoup aimé retrouver les personnages. J'ai vraiment bien aimé ce qui était proposé au niveau de ce qui s'est passé entre temps. Je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes, que le développement des personnages du coup était vraiment bien fait. Et comme pour le premier tome, finalement, j'ai trouvé qu'on retrouvait un petit peu le même combo. C'est un roman qui est à la fois doux, à la fois triste, qui parle de sujets assez grave. Je trouve particulièrement le cas ici à travers deux thèmes qui sont abordés. J'ai pas trop envie de vous en dire pour pas vous spoiler, mais je trouvais que c'était vraiment intéressant et ça parle beaucoup oui, des relations entre les différentes personnes et j'ai trouvé que les personnages secondaires étaient également très intéressants ici. Je me souvenais pas spécialement d'autant de personnages secondaires dans Et je danse aussi. Je me souvenais qu'il y en avait quelques-uns, mais je me souvenais pas qu'ils avaient une part aussi importante comme c'est le cas dans Happy Day. Donc voilà, il y a un petit côté après assez rocambolesque dans l'histoire et je trouve que c'est un roman qui fait globalement du bien au moral. C'est pas le roman de l'année, mais voilà, je trouve que c'est un roman qui fait du bien au moral et j'étais très contente de pouvoir le découvrir. Je l'ai lu très rapidement et voilà, c'était très chouette. Et j'ai mis du coup la note de 16/20. Ensuite, j'ai donc lu la trilogie des vents, donc avec le premier tome Les Vents du Destin, le second tome Les Vents du Changement et le troisième tome Les Vents Furieux par Mercedes Laquet. Ils font chacun entre 540 et 500 pages. Je vais vous prendre que le premier, ce sera plus simple pour vous en parler. Malheureusement, cette trilogie n'est pas disponible en numérique, comme c'est le cas d'ailleurs de la plupart des titres de Mercedes Laquet, je préfère vous prévenir. Les autres titres que je vous présente sont tous disponibles en numérique, mais pas cette série. Donc voilà, je vous préviens. La trilogie des vents fait partie de l'univers étendu de Valdemar. Je vous déconseille très fortement d'ailleurs de commencer par ici, votre découverte de Mercedes Laquet si c'est une autrice que vous ne connaissez pas encore. Mais par contre, je vous invite grandement à la découvrir, surtout si vous aimez la fantasy et si vous aimez la fantasy avec des complots et une fantasy peut-être, voilà, pas avec une magie débordante, mais plutôt une fantasy vraiment voilà, dans les complots, les histoires entre les différents royaumes, etc. C'est une série que pour ma part j'aime beaucoup. J'avais commencé à la lire quand j'étais au collège, donc il y a de nombreuses années maintenant. Et j'ai arrêté de la lire il y a longtemps et je m'étais arrêtée donc au milieu de cette série-ci. Et donc j'avais très envie de la reprendre. Du coup j'ai relu le premier tome dont je n'avais pas énormément de souvenirs. En plus je me suis rendu compte que j'avais pas mal mélangé entre deux trilogies. Et puis ensuite donc j'ai pu découvrir la suite. Pour ce qui est du coup de l'univers étendu de Valdemar, Valdemar en fait est un royaume dans lequel chaque roi et reine est entouré par des héros. Les héros sont choisis par des chevaux et c'est également le cas d'ailleurs des rois et des reines. Bien que ce soit des descendants, il faut être choisi pour pouvoir être roi ou reine. Les héros ont donc une place très importante dans la société de Valdemar. Ce sont des héros AUT à la fin. Et donc voilà, ils sont donc choisis par ces chevaux qui sont en fait c'est un peu plus compliqué que des chevaux, ce sont des grands chevaux et ce sont des animaux qui peuvent communiquer par la pensée et qui donc choisissent des personnes. Ensuite elles sont formées et elles deviennent donc des héros qui vont être au service du royaume. Encore plus qu'au service finalement d'un roi et d'une reine, ils sont vraiment au service d'un royaume. Ensuite, du coup, toute cette histoire, la trilogie par laquelle il faut commencer dans cet univers étendu, c'est vraiment la trilogie des Flèches de la Reine.
qui nous raconte l'histoire de Talia, qui est une jeune femme qui va justement être choisie par un compagnon, donc par un cheval, et va devenir une héros. On va découvrir ensuite toute son histoire et comment elle va entrer à la cour de la reine Sélénée, qui est donc la reine en place à ce moment-là. C'était très intéressant, enfin, j'avais vraiment un très bon souvenir. En plus, c'est une trilogie qui est vraiment accessible, on est sur des tomes qui sont beaucoup plus courts qu'ici, et c'est une trilogie voilà, qui est vraiment accessible. Une fois que vous avez lu cette trilogie-là, je vous recommande de lire la duologie qui s'appelle... Il y a des petits ordres chronologiques en fait au début des tomes. Je vous recommande du coup de lire le diptyque des serments et de l'honneur, donc Sœur de sang et les parjures, et ensuite de lire la légende de Kérouine, puisque ça parle de la descendante de l'un des deux personnages principaux de la trilogie, enfin de la duologie, et donc par le faire, celui d'après se déroule en même temps que les flèches de la reine. Et du coup, une fois que vous aurez lu tout ça, je trouve que vous avez un bon ancrage dans l'univers. Ensuite, vous pouvez aller lire des choses qui se sont passées avant ou des choses qui se sont passées après. Il y a 2 séries qui se sont passées avant, la série de la magie que j'avais lue quand j'étais plus jeune et la série des griffons que je n'avais pas lue, et 2 séries, 3 qui se passent après, la série des vents, la série des tempêtes et la duologie qui s'appelle L'exilé. Donc voilà, on est du coup sur un univers assez étendu puisqu'on est sur une vingtaine de titres en français et il y en a plus que ça en anglais. Après, vous n'êtes pas obligé de tout lire et vous pouvez un peu choisir à quelle époque vous voulez lire, en sachant en plus que j'ai trouvé que l'écriture s'adapte assez à la période à laquelle on est. Je me souviens que la trilogie de la magie était plus exigeante en termes d'écriture, mais aussi parce que ça se passait avant et que du coup c'était fait pour correspondre. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien fait, et au fur et à mesure on découvre un peu tout ce qui se passe avec les royaumes voisins, voilà, c'est vraiment une saga étendue que je trouve très chouette. Pour faire simple, au niveau de la lecture, je vous recommande de suivre en fait l'ordre chronologique de parution. C'est ce qui sera le plus simple je pense pour vous, c'est moi ce que j'ai fait aussi, et je trouve que c'est un bon moyen pour s'y repérer. Donc voilà, je vous conseille de suivre l'ordre chronologique de parution et pas forcément finalement l'ordre chronologique de tous les tomes. Je trouve pas que ce soit le plus simple pour entrer dans l'univers, même si je pense que c'est possible. Mais voilà, peut-être, je pense que suivre l'ordre chronologique de parution c'est plus simple. En tout cas, ça c'est une série qui se passe plutôt sur la fin de l'univers étendu et en plus qui a été écrite plutôt dans les derniers, donc ne commencez pas par ici. Pour ce qui est de cette histoire en particulier, on suit Elspeth, qui est en fait la fille de Sélénée, donc la princesse héritière, qui a été déjà choisie par un compagnon. Et Elspeth en fait c'est un peu la mère de Valdemar en ce moment, il y a quelques soucis et Elspeth pense qu'il faut aller chercher des alliés loin et qu'il faut rétablir la magie à Valdemar. La magie a été bannie de Valdemar il y a longtemps maintenant, mais elle pense que là il est vraiment temps de la rétablir, que ça devient compliqué, leurs adversaires sont de plus en plus menaçants, etc. Donc Elspeth part avec un héros, Skiff, et ils vont tous les deux descendre dans le sud et faire la rencontre de Vent Noir notamment et de l'ensemble des personnes qui vivent avec lui, des autres Tallydras. Les Tallydras sont des humains qui, eux, sont liés à des oiseaux liges et qui vivent très en communion avec la nature et également avec des pierres-cœurs qui leur fournissent l'énergie magique, puisque c'est un clan dans lequel il y a globalement soit des éclaireurs, soit des mages. Donc voilà, un clan dans lequel la magie est très ancrée, et ils ont également un ennemi important, et du coup voilà, j'ai trouvé qu'avec cette trilogie-là, on avait vraiment un aperçu très intéressant et très complet de l'univers étendu de Valdemar, enfin de l'univers étendu créé par Mercedes Laquais autour de Valdemar et pas juste en Valdemar. Je trouvais ça très chouette, j'ai beaucoup aimé les différents personnages principaux qui ont été choisis pour cette trilogie, je les ai trouvés tous très bien développés et j'ai trouvé ça très chouette. Après voilà, c'est une série dans laquelle il y a quand même quelques longueurs et on est sur... il y a quelque chose qui sont assez prévisibles, c'est une série de fantasy qui a été écrite il y a pas mal d'années et ça peut se ressentir. Et du coup pour ce qui est des notes, je crois que j'ai mis 17 sur 20 à l'ensemble des tomes, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Donc pour finir rapidement côté graphique, tout d'abord j'ai lu les 2 premiers tomes du Réseau Papillon aux éditions Jungle. Je les ai lus donc sur l'application Isneo sur laquelle je lis des graphiques. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois. J'ai donc souscrit à l'abonnement, le premier mois est offert et ensuite c'est 10 € par mois. Et vous avez accès du coup au catalogue compris dans l'abonnement, ce qui n'est absolument pas l'ensemble du catalogue sur Isneo, je tiens à vous préciser, c'est pas forcément évident quand on passe sur le site avant de s'inscrire, mais voilà, ça ne vous donne pas du tout accès à tout. Mais ça vous donne accès quand même à quelques trucs, et par exemple pour le Réseau Papillon, il y a 3 tomes de sortie, le 4e tome devait sortir là au moment du confinement.
donc il va être un peu repoussé, et le tome 3 n'est pas disponible sur Isneo. Et donc j'ai lu les 2 premiers tomes. Le premier tome je l'ai chez moi, mais voilà, je ne suis pas chez moi, et le second tome. Et pour vous montrer un petit peu des dessins, on est sur ce type de dessin, donc des planches assez simples. C'est une série qui se passe du coup pendant la Seconde Guerre mondiale et dans laquelle on va suivre un réseau de résistance, donc qui s'inscrit un peu dans la veine de la série Les Enfants de la Résistance, mais qui se passe pas forcément aux mêmes endroits géographiques. Le premier tome, j'avais trouvé que c'était une très chouette introduction, des dessins assez simples mais efficaces à mes yeux. C'était une bonne introduction, et puis le premier tome parlait pas mal d'objets d'art qui avaient été dissimulés par la résistance pour éviter qu'ils soient pris par l'Allemagne nazie, et j'ai trouvé ça très intéressant comme point de vue. Le groupe d'enfants était plutôt sympa à suivre, ça se passe du coup dans un petit village et c'était vraiment sympa. Donc voilà, un bon début, plutôt prometteur. Le second tome, malheureusement, ne l'a pas fait avec moi. Du coup, le premier tome, j'avais mis la note de 16 sur 20. Le deuxième tome, j'ai mis la note de 14 sur 20. Donc, j'ai vraiment moins apprécié. J'ai moins apprécié pour plusieurs raisons qui sont assez simples. La première chose, c'est que le second tome se passe à Paris. Le but était, je pense, de nous montrer les mouvements étudiants cette fois-ci. Et j'ai trouvé, en fait, malheureusement, que c'était un peu ça le problème dans ce second tome. C'est que j'ai trouvé finalement qu'on voulait nous montrer des choses. Le premier tome, certes, parlait des objets d'art, etc., mais finalement suivait une histoire quand même assez simple, alors qu'ici, je trouve qu'on essaye vraiment de nous montrer des événements et que le récit est plus tourné autour de ça que dans l'autre sens. Et finalement, c'était un petit peu gros au niveau des traits. Et donc là, en fait, en faisant venir les personnages à Paris, comme au départ ils viennent de la campagne, on peut pas tous les faire venir à Paris, et du coup, le personnage qui est évincé sur le groupe de 4, eh bien, c'est le personnage féminin. Voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage quand même, je trouvais que c'était un peu, voilà, un peu simple et pas très chouette en fait d'évincer le seul personnage féminin de la bande. Et puis par la suite, j'ai trouvé qu'il y avait également quelques incohérences. On nous dit notamment que tous les résistants disent qu'il ne faut absolument pas communiquer son vrai nom pour éviter de se faire dénoncer, ou pour éviter que ça circule si d'autres personnes se font prendre et se font torturer. Sauf que eux, ils disent en fait quand même leur nom à la plupart des gens qu'ils rencontrent. On voit après que c'est fait pour servir le récit, parce que finalement le fait de donner leur nom à une personne permet ensuite qu'ils soient libérés, etc. Mais voilà, je trouvais que du coup c'était un petit peu dans des contradictions et qu'on essayait vraiment de nous montrer certaines choses. Et même si c'était des choses qui étaient peut-être intéressantes à montrer, je trouvais que finalement les traits étaient un peu gros, les ficelles étaient un peu grosses, voilà, pour nous montrer toutes ces choses. Donc voilà, je trouvais ça un peu dommage. Je trouvais que c'était un petit peu comme... du coup j'avais noté que c'était un petit peu finalement de la mise en scène, et du coup ça l'avait un peu moins fait. Donc voilà, je sais pas trop si je lirai la suite, pourquoi pas si je la trouve en médiathèque, mais je suis pas sûre de l'acheter. Et pour terminer, j'ai donc lu Les Louves par Flore Balthazar aux éditions Air Libre, qui appartiennent aussi à Dupuis, je crois. Qui appartiennent à Dupuis, il me semble. Celui-ci, je l'ai aussi chez moi et je l'ai aussi lu du coup sur Isneo. Il fait également partie de l'abonnement. Pour ce qui est des dessins, ça ressemble à ça. On est sur des dessins assez sombres, assez gris et assez simples, qui pour ma part sont pas trop dans mon style de dessin. Je dois dire que voilà, je suis pas très fan de ce style de dessin en général. Pour ce qui est des Louves, du coup, c'est une bande dessinée qui est écrite et scénarisée par Flore Balthazar, et ça raconte l'histoire de la famille de Flore Balthazar, donc l'histoire de la famille Balthazar pendant la Seconde Guerre mondiale à nouveau. Cette fois-ci, ça se passe en Belgique et on est vraiment du point de vue des civils qui restent du coup chez eux, donc principalement des femmes, des mères de famille et des enfants. On ne suit pas trop les enfants jeunes, on suit plus une jeune femme dans sa famille. Qui était du coup, je crois, la grand-mère de Flore Balthazar. Et donc voilà, on est vraiment sur l'histoire vraie d'une famille belge pendant la guerre, c'est vraiment un côté très tranche de vie, avec, comme voilà, beaucoup axé sur les civils, les femmes, les enfants. J'ai trouvé malheureusement, bon les dessins sont pas tout à fait à mon goût, mais voilà, c'est pas un énorme point négatif du récit, mais c'est vrai que c'est pas le style de dessin que j'aime le plus. Mais par contre, j'ai trouvé que ça manquait peut-être un petit peu de développement, que les premières pages étaient assez lentes. C'est un roman graphique qui fait à peu près 200 pages, c'est en one-shot. Je trouvais que le début était un petit peu lent et que finalement ça manquait peut-être un petit peu de développement dans certaines choses. Il y a pas mal de choses qui sont abordées et j'aurais aimé peut-être qu'elles soient un petit peu plus poussées. Donc voilà, mais ça a été en tout cas quand même une découverte intéressante, et puis je trouve un autre point de vue sur la guerre avec les civils et en plus de ça en Belgique, donc voilà, je trouvais que c'était intéressant et je lui ai mis la note de 16 sur 20 et donc c'est aussi disponible sur Isneo. Sur ce, je vais donc finir avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de découvrir certains de ces titres, si je vous ai donné envie de vous pencher dessus, ou bien si vous en avez déjà lu certains et à me donner du coup votre avis dessus. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!